Alors je l'invite à venir. C'est Alain Bourdin justement que je présenterai. Tu peux te mettre là, là peut-être, parce que le deuxième participant à ce dialogue, Luc Abadi, devait être avec nous, et, mais malheureusement pour des circonstances difficiles, bah, il sera là avec Visio et je le remercie d'avoir fait l'effort de venir cet après-midi par visioconférence. Ce dialogue, j'y tenais beaucoup parce que aussi bien Alain que Luc, que je présenterai dans quelques minutes, je pense, contribue beaucoup au débat actuel qu'on a sur les questions de l'évolution de l'urbanisme et l'évolution, cette notion de la ville durable, avec deux approches très différentes et très complémentaires. Il y a, alors, avant de présenter les spécificités de leurs approches, je rappelle juste que l'objectif de notre colloque aujourd'hui, c'était de traiter plusieurs thèmes ensemble. Un thème qui était traité ce matin, les terres comme matériaux de construction. Les questions des friches et du délaissé urbain, les questions de la nature en ville, on a choisi de les travailler ensemble, de dire c'est complémentaire. Ça ouvre le débat, est-ce que les friches doivent rester des friches ou il faut les intégrer dans un projet paysager plus important? Et la quatrième question qu'on a voulu aborder, clairement, c'est les questions du paysage et sa place dans la ville durable. Je pense qu'on a fait des avancées significatives dans nos discussions pendant ces 2 jours sur l'ensemble de ces questions. On peut aller plus loin si on a plus de temps, mais les réflexions vont continuer dans le cadre de la chaire. Alors ça, c'était, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi-même, professeur de génie urbain, c'est de dire comment ces questions des terres urbaines influencent la réflexion théorique que peuvent avoir des universitaires sur cette notion de génie urbain qu'on qualifie avec Bernard Landau justement de génie urbain revisité, refondé en fonction des contextes. Alors, l'objectif de cet échange, c'est de dire il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles approches, des logiques qui arrivent progressivement pour produire la ville et faire de l'aménagement autrement. Le pouvoir politique n'est plus l'interlocuteur unique. Il y a bien sûr les architectes, les urbanistes, les investisseurs, les promoteurs, les syndicats et les mouvements organisés des citoyens interviennent désormais d'une manière conjointe et plus souvent d'une manière contradictoire dans un processus de fabrication de la ville. Alors l'idée de cet échange, c'est de dire comment Alain Bourdin, qui est professeur d'urbanisme, mais avec un background de sociologue, et il est professeur à l'université Gustave Eiffel, à l'école d'urbanisme de Paris. Je ne peux pas vous raconter tout le parcours d'Alain, mais je parlerai de quelques points importants pour moi. Alain a fait venir l'Institut français d'urbanisme, qui était à l'université Paris 8, à l'université de Marne-la-Vallée, l'université où j'enseigne. C'était un long combat pour Alain, mais c'était de la clairvoyance de l'époque parce qu'il a permis à cet institut d'être dans un environnement scientifique favorable et qui a permis justement de ce rapprochement avec l'université de Créteil pour créer l'école d'urbanisme de Paris. Alain y est pour beaucoup. Je peux parler aussi d'Alain, le penseur de l'urbain, puisqu'il a écrit énormément de choses et je citerai une phrase d'un de ses livres qui date quand même maintenant de 2010 parce que depuis il en a fait plein d'autres, mais qui est intéressante parce que ça permet d'ouvrir le dialogue avec Luc. Alors du coup, Alain, c'est un sociologue, un spécialiste des sciences humaines et sociales au sens large du terme, pour faire court. Après tu me dis non, c'est pas ça. Mais, Luc Abadi est différent. Il est professeur d'écologie dans une autre université, néanmoins concurrente et amie, qui est l'université, Sorbonne Université, anciennement, il faut le dire, l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, pour ceux qui connaissent les universités parisiennes encore par leur numéro. Il est directeur de l'Institut de transition environnementale de Sorbonne Université. Il a travaillé sur les sols et sur l'interface sol-plante. Mais Luc, j'ai eu à le côtoyer par des amis communs sur différentes questions liées au climat. C'est un spécialiste des questions climatiques et de plus en plus consulté dans les débats qui sont portés par la région, par la ville de Paris, sur les questions climatiques. Son nom revient très souvent. Sur les terres, il s'intéressait à ces questions parce qu'en disant les terres, c'est un gisement important pour la séquestration de CO2. C'est ça l'entrée principale. C'est quelqu'un qui vient des sciences de la nature. Et il appliquait cette analyse à des écosystèmes urbains dans le cadre de programmes d'écologie urbaine, toujours avec cette logique de dire les terres, c'est un moyen
pour faire une approche intéressante pour la gestion, je dirais, plus court, les questions de séquestration et par conséquent les questions de carbone et de décarbonation de la ville. Alors, vous allez me dire, enfin, on a eu un échange par visio à 3, c'était très sympathique, très enrichissant. Après, on a eu un deuxième échange auquel Reda Semlali de CT a participé, mais Luc n'a pas pu venir. Mais là aussi, était très sympathique. C'est pour ça, tout à l'heure, je demanderai à Reda de contribuer à quelques éléments de réflexion qu'il a dans le cadre de son activité. Alors, pour revenir à notre dialogue, Alain, justement, en 2010, tu as écrit un livre qui s'appelait « Réinventer l'urbanisme ». Le terme « réinventer ». Non, c'est... Alors pourquoi j'ai... Réinventer l'urbanisme. Voilà, c'est le chapitre qui s'appelait « Réinventer l'urbanisme ». Alors, et tu parlais de facteurs soft, de l'attractivité des villes. Alors, tu citais la qualité de l'environnement, l'accès au logement, très important, parce qu'à table, on parlait justement de cette question du logement et du travail. Et c'était une discussion intéressante avec Jérôme Glaise, avec Bernard Landau sur ces questions. Mais en tout cas, on ne va pas les aborder ce soir. Ensuite, la vie culturelle. Et tu parlais aussi de l'offre de loisirs, de la sécurité, au détriment de facteurs hard, qui sont l'accès à l'emploi. Tu as oublié tout ça, non? L'accès à l'emploi, le niveau des salaires, etc. À partir de là, justement, tu disais que finalement, tu es contre un urbanisme centré sur le projet, pourtant tu participes à pas mal de projets, et souvent limité à la forme et à l'aménagement des espaces publics. Tu plaides pour un urbanisme capable de formuler une offre urbaine. Ça te va? Je vais revenir. D'accord. Alors, cette offre urbaine associe des services, des acteurs, des savoirs. Ça veut dire un urbanisme qui est capable de déchiffrer selon des procédures démocratiques une démarche, une demande sociale, aussi bien en matière de mobilité, d'accessibilité, etc., etc. Alors, tu peux nous expliquer rapidement ce que tu as voulu dire en 2010 par rapport à toutes ces questions des facteurs soft? Ouais, alors, c'est une interprétation, je ne suis pas sûr que c'est ce que je voulais dire. Mais bon, on était en 2010, d'abord on était juste après une grande crise économique, et on se posait des questions sur ce qu'allaient devenir les villes et l'urbanisme. Et puis, plus anecdotiquement, on commençait à parler beaucoup de Florida en France, de Richard Florida, et donc de la classe créative et patati patata. Et donc, ça avait un avantage. Moi, j'ai beaucoup de critiques sur Florida. Il y a des tas à faire. Mais ça avait un avantage, c'est d'attirer notre attention sur des facteurs... Alors, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, sur des facteurs subsidiaires. C'est-à-dire que tu ne peux pas répondre à la question subsidiaire si tu n'as pas répondu aux autres questions. Et donc, tu ne peux pas aller loin dans le soft si tu n'as pas le hard. Il faut quand même être clair. J'ai jamais dit qu'il fallait pas faire de développement économique. J'ai jamais dit que l'emploi c'était pas important. J'ai jamais dit ça. Simplement, je reprenais à partir de thèses de Florida qui par ailleurs sont contestables, mais je reprenais l'importance accordée, pas par moi en particulier d'ailleurs, à des facteurs qui sont des facteurs plus soft et qui se gèrent pas nécessairement à travers des projets urbains, qui peuvent se gérer autrement. Après, quand tu dis sur l'urbanisme de projet, c'est pas exactement ce que je pense. C'est-à-dire que je pense que le projet urbain est une manière de faire la ville, que c'est une manière importante, que la question c'est savoir ce qu'on met derrière le projet urbain. C'est-à-dire, c'est effectivement ce que je contestais, c'était le fait qu'on ne s'appuie que sur des démarches limitées, la démarche de l'architecte ou la démarche de... Bon, on voit bien aujourd'hui, c'est extraordinaire dans ce colloque, on voit bien aujourd'hui qu'on a une diversité de savoirs extraordinaire, que cette diversité de savoirs nous permet de faire plein de choses, mais que le problème, c'est de relier les savoirs. En fait, on a deux problèmes qui sont très clairs. Tout tourne, à mon sens, et la journée d'aujourd'hui m'en persuade absolument, tout tourne autour des savoirs et de leur mise en œuvre. À partir de quoi? La première question, c'est comment on fait transversal? Comment on fait dialoguer les savoirs les uns avec les autres, etc. Et la deuxième, par rapport à la participation, c'est comment on partage les savoirs.
C'est-à-dire que moi, je suis souvent un petit peu agacé par l'idée que la participation, c'est le petit parlement où on va faire décider les gens, etc. Alors qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui est l'enjeu d'une société de la connaissance. Finalement, tout un tas de débats en France, d'ailleurs, aujourd'hui, tournent, et pas forcément adroitement, ça c'est un autre problème, autour de l'enjeu de la société de la connaissance. Est-ce qu'on veut être dans une société qui développe l'économie de la connaissance, mais à l'intérieur des cercles de l'innovation, de l'industrie, etc., etc., ou bien est-ce qu'on est une université qui reprend au sérieux son école, en admettant que l'école, ça ne peut plus être ce que c'était, qui reprend au sérieux son université, en admettant que l'université, ça ne peut plus être ce que c'était, et qui est une société de partage des savoirs. Et je pense que dans le domaine de l'urbanisme, la question du partage des savoirs, c'est compliqué, mais c'est essentiel. Et avant de faire décider les gens, élaborer des diagnostics partagés, faire circuler tous ces savoirs extraordinaires dont on a parlé aujourd'hui, c'est tout à fait central. Absolument. Ben justement, Luc, qui a des savoirs et des connaissances un peu différentes des tiennes, et va essayer de nous dire comment il peut interpréter ce que tu viens de dire. Oui, ben, je peux effectivement repartir de cette idée de partage des savoirs. Moi, j'ai un petit peu l'impression que dans la conception que l'on a de la ville aujourd'hui, en fait, on est confronté à une espèce d'obligation d'intégrer de nouveaux enjeux quand on développe le monde urbain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une ville, elle est construite pour répondre à un certain nombre de besoins, qui sont les besoins qui ont déjà été évoqués là juste avant, mais qu'aujourd'hui, on est dans une situation en termes d'environnement, à toutes les échelles, qui fait que la ville doit prendre en charge, elle comme d'autres productions humaines finalement, doit prendre en charge de nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins, évidemment, c'est la question de la place de la ville, de la contribution de la ville au changement climatique. C'est la question de la ville par rapport aux enjeux de biodiversité. Puis c'est évidemment, d'une manière générale, la ville par rapport aux ressources qui sont extraites en fait des territoires qui sont autour de la ville. Donc, je pense qu'on est typiquement là sur ce problème de partage des savoirs, c'est-à-dire qu'il me semble que derrière ces nouveaux enjeux, ces nouveaux besoins auxquels il faut répondre, en l'occurrence, les besoins concernant, enfin, la réponse concernant le climat et la biodiversité et quelques autres, c'est juste des enjeux vitaux, hein, au sens premier du terme, donc c'est pas rien. Donc aujourd'hui, un des défis, effectivement, c'est de partager des savoirs communs, une appréhension commune de ces questions pour réussir à complètement intégrer ces enjeux-là dans la conception de la ville aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai l'impression, je n'ai pas assisté à tout loin de là, mais les quelques morceaux que j'ai pu voir là, des interventions précédentes montrent que dans une certaine mesure, on est déjà sur cette voie-là. Donc voilà, je pense que ce qui change vraiment beaucoup la conception de la ville aujourd'hui, c'est finalement, pour reprendre un mot qui a été, je crois, évoqué, hein, c'est une vision plus intégrative de la ville, une vision plurielle de catégories d'enjeux extrêmement diversifiés, extrêmement différents les uns des autres, avec ce point un petit peu nouveau qui est que la ville aujourd'hui doit se charger finalement aussi de questions qui n'étaient pas finalement traitées dans le milieu urbain précédemment. Donc il y a vraiment une espèce de changement culturel hein, qui passe donc par le partage évidemment de valeurs et de connaissances communes, à mon avis, qui est... Oui. Très juste, et merci Luc d'avoir rebondi sur la présentation de Jacqueline Hosty, justement où les questions du climat à Batignolles sont fondamentales, puisqu'il y a justement les saisons qui arrivent, et on voyait bien dans les aménagements, ces questions climatiques sont discutées à travers le travail de paysagistes et à travers les questions des terres, et les places des terres dans ces questions d'aménagement paysager. Alors justement, Luc, tu peux, de ce que tu as entendu pendant ces deux, peut-être pas écouté beaucoup de choses pendant ces 2 journées, mais comme tu connaissais le programme et on a discuté de l'objectif, c'est qu'il y a des nouveaux modèles qui se développent justement sur ces questions de gestion de la terre, avec cette volonté de faire de l'économie circulaire un leitmotiv de toutes les réflexions qu'on peut avoir, et ça va, à mon avis, s'imposer progressivement. Alors, ayant dit ça, je ne vais pas avancer le débat, mais je suis persuadé qu'il y a une complémentarité qui est naturelle
pour les architectes, pour les urbanistes, pour les paysagistes, entre la construction et la nature. Mais il me semble que ces nouveaux modèles ne sont pas formalisés. Et notre travail d'universitaire, c'est d'essayer de les formaliser d'une manière ou d'une autre. Alors, comment tu réagis par rapport à cela, sur ces questions de la place des sols, des terres, dans les questions de réflexion sur le climat, sur les modèles, des nouveaux modèles qui peuvent être proposés? D'accord. Bon, évidemment, la question des sols, c'est dans les grands enjeux environnementaux auxquels je faisais allusion précédemment, c'est une question absolument majeure, hein. On considère même aujourd'hui que la question générale de la dégradation des sols, c'est en gros la troisième grande catastrophe écologique qu'on a à gérer, à côté de celle du climat et de celle de la biodiversité. Et c'est une question qui concerne aussi les régions tempérées, hein. Ce n'est pas que des problèmes de salinisation et de choses comme ça. La consommation, tout simplement, du sol, hein, qui est liée notamment à l'urbanisation, c'est un point qui est extrêmement important. C'est quelque chose qui est très rapide, hein. Vous avez sans doute évoqué les chiffres de consommation d'espace à l'échelon national, par exemple, en France. Et puis, quand on regarde la situation générale en agriculture, euh, même dans les pays comme les nôtres, en France, hein, pourtant un pays agricole, on a affaire à une dégradation lente, régulière de la qualité des sols, notamment par la perte de matière organique, hein. Et donc, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, les sols agricoles, par exemple, sont globalement émetteurs de CO2, alors qu'en théorie, ils pourraient être soit neutres, soit carrément des accumulateurs de CO2. Donc les sols, ça devient un enjeu majeur. Donc à partir de là, il y a deux manières d'agir. Il y a une manière donc, qui a été évoquée précédemment. J'ai bien aimé ce qui a été raconté justement par l'interlocutrice précédente sur la manière finalement de recycler, de recréer du sol. On peut avoir cette ambition-là. Faire du naturel, ça ne veut pas dire tout le temps s'appuyer sur la nature toute seule. On peut faire du naturel artificiel. D'ailleurs, l'expression a été employée. Ça veut dire qu'on qu'on essaye de mimer les grandes lois qu'on a identifiées dans les systèmes dits naturels. Et dans le cas des sols, ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est que les sols, c'est le produit d'une évolution qui est extrêmement lente. Les sols, un sol banal, c'est quelque chose qui a des milliers d'années d'âge. Dans les régions tropicales, le sol, il a des centaines de milliers d'années d'âge. Quand vous regardez le carbone du sol, donc séquestration de CO2, mais c'est aussi la base de la fertilité, donc la base de toute la production qui est en aval. La santé des arbres en ville, ça a été dit aussi, elle est liée à cette matière organique, à cette qualité du sol. La matière organique dans un sol, l'âge moyen, c'est 100 ans à 1000 ans. Donc c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire de quelque chose qui est extrêmement lent, donc qu'on détruit très vite, qu'on a du mal à reconstituer. Et le sol, c'est le prototype même de la notion de système et de la notion d'interaction. Encore une fois, l'interlocutrice précédente a clairement fait allusion à ça. Le sol, c'est un mélange de particules minérales, de particules organiques et d'organismes vivants. Et donc, les histoires de différents niveaux, hein, qui ont été évoqués, le sable, le limon, etc., de remélanger ces constituants-là pour faire un sol, ça, c'est une véritable approche qui a été développée. Donc, je pense que cette idée donc, de créer des sols artificiels en mimant finalement les processus naturels, avec le handicap qu'on est sur des choses qui sont très lentes, ça me paraît une approche évidemment parfaitement défendable et nécessaire, hein. Ça va rentrer dans toutes les démarches, bon, on évoquera ça je pense un peu plus tard, mais de zéro artificialisation, de compensation, etc. L'autre évidemment approche, hein, c'est quand même de dire que la copie ne vaut jamais l'original, et donc la priorité, ça doit être la conservation des sols, et notamment en milieu urbain, si on veut avoir une qualité de service écosystémique correcte. Si on veut que les arbres, par exemple, jouent leur rôle d'atténuation des variations climatiques, en particulier dans les pics de canicule, ben oui, il faut des sols qui soient vivants, il faut des sols qui soient poreux, dans lesquels il y ait une véritable dynamique de l'eau. Sinon, on aura des sols qui sont difficiles, enfin, qui fonctionnent mal et qui ne rempliront pas ces fonctions. Dans mon laboratoire, on a étudié un petit peu ce qui se passe en termes de dynamique de l'eau dans les sols des rues de Paris, pour les arbres des rues de Paris, pardon, et dans les sols des rues de Paris. Bon, et on montre, c'est pas une surprise d'ailleurs,
que les sols, que les arbres parisiens ont un problème de sol, qui sont en manque d'eau, qui sont en stress hydrique permanent ou à peu près, et donc qui ne remplissent pas toutes les fonctions qu'ils pourraient remplir. On voit aussi d'ailleurs dans la même étude que lorsqu'on plante un arbre dans les rues de Paris, vous revenez 70 ans plus tard, vous avez doublé le taux de carbone dans les sols au pied de l'arbre, ce qui n'était quand même pas complètement garanti sous le bitume des rues de Paris. Donc, voilà, on retombe tout le temps de toute façon, et ça c'est vrai pour les systèmes artificiels, pour les systèmes agricoles, pour les systèmes urbains, pour les forêts tropicales et tout ce que vous voulez, à la base finalement de la dynamique d'un système, de sa capacité à résister aux perturbations, de son niveau de diversité, il y a la question de la qualité du sol. C'est vraiment un facteur amont à prendre en compte. Alain, tu veux réagir par rapport à ça? Très rapidement, parce que je passe. Oui, d'une certaine manière, je peux réagir à ça, parce qu'il se trouve que le sol, tout d'un coup, m'a beaucoup intéressé ces derniers temps, et puis que j'avais eu l'occasion de travailler avec un paysagiste qui m'avait expliqué qu'il pouvait recréer du sol, et ça avait été une grande découverte pour moi. Et je pense simplement que si on revient à la question du partage des savoirs, il y a des images à transformer. C'est-à-dire qu'à travers l'importance qu'on va accorder au sol et la manière dont on va le traiter, on est amené à changer complètement les représentations que se font les gens de la ville, de l'espace. Et donc c'est une espèce de révolution culturelle. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a aussi, quand je parle du partage, c'est effectivement de construire une espèce de révolution culturelle qui fait qu'on regarde la ville autrement, que ce soit chez les politiques, que ce soit chez les techniciens ou que ce soit chez les habitants. Et au passage, j'en profite pour reprendre la parole 20 secondes pour dire, moi je ne crois pas du tout, comme tu m'as un peu fait dire tout à l'heure, je ne crois pas du tout qu'il suffit d'attendre la demande. Je pense que autant il faut raisonner en termes d'offres, parce qu'on fait de l'offre urbaine et que l'offre urbaine elle est transversale, autant avec qu'on a affronté, il ne faut pas se contenter d'attendre la demande, d'autant que tant qu'une nouvelle culture n'est pas construite, la demande elle sera en retard de 100 ans, quoi. Justement, du coup, tu anticipes une question que j'allais poser sur la question de la programmation. Finalement, souvent, on travaille sur des cahiers des charges en disant voilà ce qu'il faut faire, que voilà les démarches qu'il faut mettre en œuvre. Or, en réalité, de plus en plus, il y a des acteurs qui arrivent avec des nouvelles demandes et des aménageurs qui sont des acteurs privés qui répondent peut-être un peu à des questions de carence de la puissance publique. Et alors, quand tu dis qu'il faut anticiper la demande et peser sur ces questions-là, ça veut dire essayer de donner des idées aux gens qui vont faire de la programmation de projets pour que cela rentre dans une pratique. C'est comme ça que tu vois les choses. C'est-à-dire, finalement, c'est quand il y a des nouvelles initiatives, des nouvelles approches, des nouvelles idées, pour les mettre en œuvre, il y a des procédures qui sont inscrites dans la loi, ou il y a des démarches à respecter. Comment on le fait? Justement, comment tu peux peser sur cette programmation? Par un jeu d'acteurs différents, par des objectifs qui seront définis par les maîtrises d'ouvrage qui sont différents, ou comment tu vois les choses? Alors, moi je crois qu'il y a d'abord, ou pas d'abord, mais il y a un problème autour de la profession de programmiste. C'est-à-dire que finalement, dans les équipes, les programmistes devraient jouer un rôle essentiel et être capables d'apporter toute une série de lectures. C'est rare qu'ils le fassent vraiment. Et la profession de programmiste est probablement aujourd'hui un peu refermée, même si moi j'aime bien les programmistes et tout, mais je pense qu'il y a un vrai problème de savoir quel est leur rôle exact. Est-ce qu'ils sont là, dans le fond, pour savoir bien appliquer des règlements, ou bien est-ce qu'ils sont là pour dynamiser toute une série de réflexions et d'analyses dont on a besoin. Donc, c'était dans ce sens-là, en disant c'est des acteurs comme ils sont en amont de la démarche. Du coup, je parle de la profession de programmiste parce que je pense qu'il y a un sujet là, mais plus généralement, il y a la question de la phase amont. La question de la phase amont, où on voit bien que du coup, dans les équipes de maîtrise d'ouvrage, on passe trop vite la phase amont, on la politise trop, on mobilise pas assez de compétences diverses sur la phase amont, et du coup la phase amont est un peu pauvrette,
Et dans la phase amont, il y a aussi quelque chose sur quoi moi je plaide beaucoup, c'est le conséquentialisme. C'est-à-dire que c'était fantastique ce qu'on a vu tout à l'heure avec toutes ces évolutions des animaux urbains, etc., etc. Mais ça amène à réfléchir sur comment on essaie de penser les conséquences de ce qu'on fait. Et tout ça, c'est tout un travail. On ne pourra pas s'en passer. Aujourd'hui, on le fait de façon assez légère à travers des dispositifs d'évaluation ou autres, mais on devra aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur les conséquences de ce que l'on fait. Et du coup, puisque tu m'interrogeais aussi un peu sur l'apport d'idées nouvelles, oui. Du coup, l'apport d'idées nouvelles, c'est comme la langue d'Ésope, comme on disait autrefois, c'est-à-dire c'est super bien et c'est super pas bien. C'est-à-dire qu'autour des apports, quand ils se déclenchent des modes, et qu'il faut absolument mettre ça dans son programme parce que ça fait bien, ça va plaire, c'est calamiteux. Et qu'en revanche, on a plein de propositions nouvelles qui sont très intéressantes et qu'on pourrait utiliser, mais ça renvoie toujours à la question de comment on travaille sur les phases amont et comment on mobilise un peu tous les porteurs de savoir dans la phase amont, ce qu'on ne fait pas beaucoup. On ne mobilise pas tous les porteurs de savoir dans la phase amont. Et ça me paraît effectivement un manque. Très bien. Je veux juste une question pour Luc sur cette question que tu as abordée très rapidement tout à l'heure, sur de dire les sols remaniés, pour toi, c'est un élément intéressant qui peut redonner du sens de la nature en ville. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et qui est débattu en ce moment dans le cadre de la loi climat et résilience. Alors, tu peux nous dire un peu plus sur cette question de finalement dans la transition écologique, les espaces verts, la nature en ville sont des éléments importants et sont des éléments importants dans la transition écologique des villes. Voilà. Oui. Alors, du coup, je pense que tu pourras apporter une contribution sur des réflexions qui sont menées au sein de CT sur la contribution de la Terre dans cette évolution de la loi climat et résilience, et voir comment Reda va réagir par rapport à ça en 2 minutes après ton intervention. D'accord. Je pense qu'une manière de répondre à la question, c'est de dire que les villes aujourd'hui, comme d'ailleurs beaucoup d'autres activités humaines, à mon avis, doivent répondre de façon prioritaire à la question du rétablissement des grands équilibres écologiques planétaires qui sont aujourd'hui cassés pour un certain nombre d'entre eux et qui, du coup, remettent tout simplement en cause, je crois qu'il faut le dire clairement, la viabilité de la planète sur laquelle on est. Par exemple, si je prends la question de la biodiversité en tant que telle ou la biodiversité dans le contexte du changement climatique, on connaît très très bien les causes de l'évolution de cette biodiversité. On sait que ce qui manque, c'est 2 choses. C'est les habitats. Les habitats se réduisent au fur et à mesure que les activités humaines augmentent, notamment avec l'agriculture. Et puis ce qui manque, c'est la possibilité de bouger dans l'espace. L'enjeu de la mobilité des espèces devient absolument central dans le maintien de ces espèces dans le contexte du changement climatique, puisque le changement climatique, c'est un changement de distribution spatiale des zones climatiques. Donc ça veut dire que lorsqu'on a une approche de la nature en ville, et je pense qu'on l'a un petit peu évoqué là encore dans les interventions précédentes, il faut avoir comme objectif très clairement de mettre en place des systèmes qui vont mimer vraiment la dynamique des systèmes naturels, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de s'auto-entretenir et surtout d'évoluer avec l'évolution des conditions, qui sont capables de se maintenir. Et ça passe par, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'écosystème en bonne santé, il n'y a pas d'écosystème évolutif, il n'y a pas un arbre dans une rue qu'on peut considérer comme se portant bien si on n'a pas un minimum de caractéristiques réunies en termes de fonctionnement du sol. Et encore une fois, et là c'est aussi une forme de partage des connaissances, on a des théories sur le fonctionnement du sol, on sait quand même à peu près comment ça fonctionne, et donc à partir de ces approches théoriques, on peut mimer un certain nombre de structures qui vont permettre d'atteindre, alors pas tout de suite, mais d'atteindre à terme cette capacité, cette autonomie, cette résilience des sols, qui est une condition numéro 1 de la résilience des systèmes naturels. Donc si on veut que la ville contribue à relever les grands défis environnementaux, je pense réellement que ça passe
par cette conception d'une nature en ville de qualité, c'est-à-dire qu'il soit capable de s'auto-gérer, si j'ose dire, qu'il ne soit pas trop sous perfusion, et ça passe par une qualité de sol qui peut être naturelle ou construite. Moi, je n'ai pas de problème sur le fond à dire qu'on peut copier la nature, voilà, avec tout le temps quand même le bémol que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'un sol, c'est quelque chose qui se met en place lentement. Merci Luc. J'ai invité Reda Semlali, qui est directeur des relations institutionnelles de ECT, à réagir et surtout à nous dire 2 mots sur la loi et quelle perception un spécialiste de la terre de ces questions et de son impact sur l'évolution de l'urbanisme, enfin des projets urbains. Merci. Oui, en 2 minutes. Juste par rapport au projet de loi climat et résilience qui est en cours de discussion au Sénat, actuellement, il y a toute une partie qui concerne l'objectif zéro artificialisation nette. Notre collègue Joël Privot de Liège en a parlé tout à l'heure, en Belgique aussi, ça se met en place, c'est une directive européenne avec un objectif de zéro artificialisation d'ici 2050 et un programme pour y arriver. Alors, au départ, l'État partait sur une problématique de sobriété foncière. Limiter l'étalement urbain, limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour le développement des villes, des zones commerciales ou logistiques et autres. Et puis, c'est greffé là-dessus des problématiques de biodiversité, des problématiques de renaturation. Et vous en avez un peu parlé tout à l'heure, on arrive à des conflits d'usage. On arrive au fait que la zone urbaine, qui à la base n'était pas faite pour la biodiversité, devient le cœur de la biodiversité. On demande plus à la ville qu'aux zones agricoles en termes de biodiversité et en termes de qualité même de sol, parce qu'on protège les zones agricoles, mais moi qui fais de la pédologie aussi, il n'y a pas plus pauvre qu'un sol agricole en zone intensive. Et à côté de cela, dans les amendements qui sont en cours de discussion, et j'invite tout le monde à aller les regarder, il y a un conflit de savoir et il y a aussi un rapport de force des usages et des savoirs. Alors à la fois vis-à-vis du politique et vis-à-vis de l'économie, mais aussi vis-à-vis de la communication envers le grand public. La partie biodiversité gagne la communication. C'est toujours bien de dire qu'on veut mettre plus de nature partout. Mais par contre, le pragmatisme politique et économique veille à ce qu'on continue à produire des logements, à ce qu'on ne bloque pas l'économie et que tout se passe au mieux. Donc il y a ce conflit d'usage. Je n'aimerais pas aujourd'hui être sénateur ou parlementaire ou être au ministère du Logement ou de l'Aménagement du Territoire pour s'occuper de cela parce que c'est vraiment pas simple à gérer. Et je voulais savoir quelle était votre position à tous les deux par rapport à ce conflit qui ne fait que s'aggraver et qui exaspère tout le monde de part et d'autre. Il est inévitable. C'est-à-dire que les intérêts sont différents, les lectures sont différentes, l'État n'est pas toujours là pour faire plaisir, etc., etc. Donc le conflit, il est, à mon sens, pas très évitable. La question, c'est comment on le traite. C'est comment on traite ce conflit. Qui arbitre? Comment on arbitre? Quels sont les arguments qu'on prend en compte ou qu'on ne prend pas en compte? Et je vois bien effectivement que la biodiversité, ça peut devenir, de la poésie. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Mais ça, effectivement, éventuellement, ça contribue à éloigner des dures réalités. Et je pense que simplement, cette affaire nous rappelle que on est tout le temps amené à arbitrer. Et qu'on ne peut pas imaginer un urbanisme sans conflit et sans arbitrage. Et à mon sens, la loi devrait permettre, et c'est là que je ne connais pas suffisamment la loi pour prendre une position ferme, mais la loi devrait permettre qu'on se construise des arbitrages. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on fabrique les lois de manière à ce qu'elles rendent possible la construction des arbitrages. C'est-à-dire qu'on a des lois qui sont par un bout trop normatives, par un bout trop abstraites, etc. Et que du coup, ça ne facilite pas le rôle des gens qui doivent arbitrer. Oui, alors j'ai envie de dire que si on a une augmentation, une perspective d'augmentation de conflits
sur cette question, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'enfin, la question de la biodiversité, entre autres, va être prise suffisamment en compte de façon à générer effectivement des conflits. Avant, il n'y avait pas de conflit, puisque de toute façon, c'est une question qui n'existait pas et qui n'était pas prise en charge. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle, et c'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est vraiment important que ça se fasse, parce que c'est vrai que la biodiversité, c'est souvent vu un petit peu comme quelque chose, bon voilà, c'est les petites bêtes, les petits oiseaux. On a beaucoup de mal à faire passer les messages sur la signification des biodiversités, et donc sur la signification de la baisse de biodiversité, qui, je vous le rappelle, hein, quand on regarde les chiffres, les indicateurs qu'on a aujourd'hui, y compris en France, sur les évolutions de la biodiversité en termes d'abondance d'un certain nombre d'espèces, notamment d'oiseaux, les chiffres sont effrayants. Ça plonge à une vitesse qui est absolument colossale. Alors après, comme d'habitude, oui, on va essayer de faire porter, si vous voulez, tout l'effort sur la ville. Je suis d'accord avec le commentaire qui a été fait précédemment, hein. L'effort principal sur la biodiversité, il est d'abord sur l'agriculture, c'est clair et net, et secondairement sur la foresterie. Mais la ville, effectivement, tout simplement parce que c'est devenu un nouveau biome, hein, à l'échelon planétaire, c'est un nouveau milieu qui a émergé. Elle a, de fait, un impact extrêmement important sur cette question de la biodive. Donc c'est bien qu'il y ait des conflits autour de ça, ça veut dire qu'enfin on commence à s'en occuper sérieusement. Et puis juste un mot pour finir là-dessus. Évidemment, cette question zéro artificialisation nette, là aussi c'est assez drastique comme vision, mais je pense que vu la vitesse à laquelle on consomme les espaces aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de mettre sur la table cette contrainte assez drastique. Et pour moi, il doit y avoir une réflexion du coup qui va avec sur la question de la densification. Comment on fait de la densification en milieu urbain, quelle est la distribution géographique de la densification et comment on raisonne la densité urbaine. Voilà. Bien. Effectivement, et on va rentrer dans une époque où sans doute il faudra de plus en plus construire la ville sur la ville. Merci Luc. Alors, une dernière petite question, parce que le temps passe très vite en discutant avec vous, mais on peut rester encore jusqu'à 18h, mais il y a des contraintes pour les uns et les autres. Dans le cadre de la chaire valorisation des terres urbaines, on milite pour le décloisonnement des disciplines, et vous l'avez vu, on l'avait dit, et c'est quelque chose de très important, aussi bien pour ECT que pour le IVP, à travers le métier de CT et nous à travers les enseignements qu'on dispense autour de génie urbain, qui est par définition interdisciplinaire. Alors, comment vous voyez l'évolution de notre chaire? Qu'est-ce qu'il faut, des bonnes idées de professeurs d'université sur la chaire valorisation de terres urbaines? Qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine, par exemple, des idées? Moi, j'en ai quelques-unes, mais je sollicite votre regard externe pour nous donner des idées. J'en ai discuté un peu avec Luc, avec Alain, je n'en ai pas parlé, mais... Je me précipite sur le micro parce que je serais peut-être obligé de partir avant la fin. Pardonnez-moi. Oui, moi, je ne vais pas faire une proposition tout de suite. J'ai besoin de faire un petit raisonnement avant. Le petit raisonnement, c'est de dire, on a bien compris que le monde est complexe, que la nature est complexe, etc. Et c'est comme si on n'avait pas compris que la société est complexe. C'est-à-dire que quand vous mettez côte à côte des analyses environnementales sur la biodiversité, sur l'eau, sur le réchauffement, etc., on a des raisonnements qui montrent la complexité des choses. Quand on regarde les raisonnements sur la société, ils sont horriblement simplificateurs. Et donc, notre premier problème, c'est de rendre compréhensibles les analyses complexes des sciences humaines. Autrefois, les gens de sciences humaines, ils avaient un vocabulaire que personne ne comprenait, etc. Ils vivaient entre eux. L'enjeu, c'est de ne pas vivre entre soi, c'est de vivre avec la société. Et du coup, on a un vrai problème qui est qu'on ne peut plus se dissimuler derrière des mots pseudo-savants, etc., mais qu'on a à faire comprendre la complexité de ce qu'on fait. Et moi, alors, si je transforme ça en quelque chose qui ressemble à une proposition, prenez n'importe quel thème d'environnement qui paraît important dans le cadre de la chaire et mettez au défi un historien, un sociologue, etc., de venir en parler un peu longuement
avec toute la complexité de leur discipline, en inversant un petit peu le rapport auquel on est habitué, c'est-à-dire on nous explique bien toutes les dimensions techniques, etc. Et au fait, vous, les gens de sciences humaines, là, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Ben non, il serait intéressant qu'on montre comment on construit le problème. Hein, qu'on montre comment on construit le problème, parce qu'après, on sera mieux pour communiquer. Moi, mes expériences de rapports entre, j'en ai fait plusieurs quand même, hein, de rapports entre sciences humaines et les sciences de la nature, disons pour dire un truc un peu général, c'est compliqué parce que tout le monde est gentil, mais il y a un rapport profondément inégal. Un rapport profondément inégal dans la démarche intellectuelle. Il y a ceux dont la démarche intellectuelle va être la démarche structurante, etc., et ceux qui devront ajouter quelque chose. Et ben, inversons, et je pense que ce sera productif. Au passage, juste, hein, ça ne va pas plaire aux gens de sciences humaines, ce que je dis là. Pas forcément. Pas forcément. Va falloir les va falloir les persuader de faire ça. Il va falloir les persuader de faire ça. Il y en a qui accepteront de le faire, et je pense que c'est très productif. Bah, évidemment, je partage ce point de vue. Hein, je pense que la révolution culturelle qu'on a tous à mener dans tous les domaines, c'est effectivement faire en sorte que la prise en compte de la complexité ne soit pas compliquée, c'est-à-dire devienne appropriable. Et donc, ça veut dire, je pense que dans une école comme le IVP notamment, ça doit être assez simple de reconstruire ça, parce que vous avez l'avantage, vous, de partir de problèmes concrets. Je construis une ville. Et donc, je pense que dès qu'on parle de problèmes concrets, c'est-à-dire en fait dès qu'on traite du monde réel, eh bien, on n'a pas d'autre choix en théorie, même si on le fait souvent pas, et c'est bien ça la source de problème, mais théoriquement, on ne devrait pas avoir d'autre choix que de construire une pluralité de points de vue, parce que le monde réel, il est fait de 36 000 dynamiques, physiques, chimiques, sociales, économiques, culturelles, psychologiques, tout ce qu'on voudra, et que tout ça, ça doit être associé pour essayer de s'approcher au mieux de dynamiques qui soient des bons compromis par rapport à la multiplicité des enjeux, des intérêts, etc. Donc, c'est vraiment une formation, je crois, à la complexité. Je pense qu'une bonne manière de faire, c'est de partir d'exemples concrets, de projets de terrain et de choses comme ça. Et puis, sans doute, ça veut dire, je suis d'accord, hein, en amont de tout ça, il y a des questionnements à avoir sur le sens de nos modes de développement. Finalement, quand on est une collectivité, dans une ville, dans un pays, etc., au niveau européen, quel est le système de valeurs qu'on défend? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Donc, il faut s'interroger sur nos priorités en termes de... Enfin, j'aime pas d'ailleurs le mot priorité, mais en tout cas, les valeurs auxquelles on est attaché pour essayer de construire des dynamiques un petit peu différentes. Voilà. Et je pense que le problème qui se pose, il est absolument général. Et moi, je me pose même une autre question. Je me dis, mais comment on en arrive là? C'est-à-dire, comment se fait-il que dans la formation de nos spécialistes, hein, qui sont en général de très haut niveau, on forme tous des spécialistes qui sont ultra efficaces, pourquoi on a oublié de donner un tout petit peu de temps à ce qu'on pourrait appeler dans d'autres lieux, finalement, une culture générale? Oui, je suis un super architecte, mais j'ai des notions d'économie, de sociologie, d'écologie, d'évolution, de climatologie, etc. J'ai les ordres de grandeur en tête, j'ai les grands processus en tête, et donc je peux les intégrer. Et tant qu'on n'a pas fait ça, finalement, c'est très difficile de mettre en œuvre une appropriation du système. Donc il y a un problème de culture de base qui me semble assez faible d'ailleurs sur le plan quantitatif. Excusez-moi, Luc, je voudrais vous interrompre 20 secondes. Voilà. Pour faire une citation que je trouve absolument géniale de Pascal, parce que c'est étonnant, parce que c'est Pascal qui dit qu'il vaut mieux connaître un peu de tout que tout d'un sujet. Voilà. Le un peu, ça ne me va pas tout à fait. Les deux. Et Descartes a dit des choses pareilles. Bien. Merci Luc. Au revoir Alain. Et merci de votre participation à ce débat qui est écourté, mais qui est très riche et qu'on reprendra à d'autres occasions. Merci. Merci à vous. Au revoir.